Venu sur le stage devant tes membres. Oui. Merci beaucoup d'être là, d'être aussi nombreux aujourd'hui réunis à Victoriaville. Vous êtes vraiment la fondation du parti, le solage du parti. Je suis tellement fier, vous êtes tellement beaux, c'est tellement une belle journée. Des fois, la politique, c'est pas toujours évident. Hein? On travaille de nombreuses heures, puis vous savez que de temps en temps, il y en a qui sont pas gentils avec nous autres. Mais quand on a des journées comme aujourd'hui, je peux vous dire que ça remplit le réservoir d'énergie puis d'ambition pour le Québec. Je veux évidemment aussi remercier les gens qui nous accueillent. Je veux commencer par Tarek Hénoud, qui était notre candidat ici à Victoriaville. Merci Tarek de nous accueillir. Merci à ton équipe au niveau local. Merci aussi à toute l'organisation, à l'équipe de l'organisation qui a rendu ce conseil-là possible. Merci à nos deux personnes qui ont été à l'animation de cette journée et qui occupent des fonctions importantes au parti, Chantal et Olivier. Merci à Karim Elayoubi de la commission politique et à sa commission politique aussi pour la résolution cadre que vous avez adoptée un peu plus tôt aujourd'hui avec des débats nuancés et respectueux. Merci aux deux conférenciers qu'on vient d'entendre. Wow! Marc Bellemare, que je connais depuis longtemps, qui nous a fait un excellent exposé sur la justice, sur un vrai système de justice au pays. Merci à Léo Sakos, qui vient de faire un discours très enthousiasmant aussi pour ce qu'il fait. Et aussi, on va être là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il est avec nous, mais lors de la prochaine élection, je pense qu'il va pouvoir compter sur les conservateurs du Québec pour nous débarrasser de Justin Trudeau à Ottawa. Et je veux d'ailleurs souligner la présence de quelques personnes qui ont été candidats ou que c'est des organisateurs très importants pour nous qui vont être candidats pour le Parti conservateur du Canada lors de la prochaine élection fédérale. Il y en a un qui a occupé une fonction même au Bureau exécutif national jusqu'à il y a pas longtemps. Je pense évidemment à notre ami Constantinos Merakos dans la Val-des-Îles. L'auteur de notre fameuse étude sur le troisième lien qui va être candidat dans Argenteuil, et j'ai nommé Martin Charon. Et je veux terminer avec Marie-Josée Ely, que vous connaissez tous, dans Côte-de-Beaupré, Charlevoix. Il y en a d'autres qui sont déjà choisis, comme par exemple Grace Daou dans Vimy. Il y en a d'autres qui vont être annoncés dans les prochaines semaines. Je veux garder le suspense, mais je trouve que c'est important ce qui est en train de se passer. Ça démontre que les valeurs passent avant l'identité du parti. Je pense qu'on est une grande famille conservatrice qui s'étend bien au-delà du Québec et on est fiers de voir certains des éléments chez nous vouloir continuer à mener la bataille sur la scène fédérale. On est réunis aujourd'hui ici, évidemment, pour parler et développer nos idées pour ce qui est de la capacité de payer des contribuables québécois, pour remettre de l'argent dans les poches du monde qui en arrache de plus en plus au Québec. Et il s'est passé quelque chose, on ne peut pas parler de politique au Québec aujourd'hui sans tenir compte de ce qui s'est passé, du tremblement de terre politique qui s'est passé au sud de nos frontières il y a à peine 2 semaines et demie. Je veux en parler, pas parce que je veux m'immiscer dans l'élection, c'est le choix des Américains. Puis c'est pas vrai que les Américains sont tous des idiots ou que 50% des Américains sont des idiots, là. Il s'est passé quelque chose aux États-Unis récemment parce que il y a une grande partie de la population qui en a eu assez d'une élite qui est déconnectée sur le plan politique. Et ce vent cet écœurant titre-là, si on peut dire, elle transcende nos frontières à certains égards. Évidemment, la politique n'a rien à voir ici, puis les politiciens n'ont rien à voir avec ce qui se passe au sud de nos frontières. Mais il y a une similitude par rapport à une part importante, une frange importante de la population qui se sent plus représentée par ces élites politiques. Et ça m'a sauté au visage le lendemain matin. Vous savez, l'élection américaine est arrivée le 5 novembre. Le 6 novembre, j'étais, je le salue avec Michel Tardy dans Bellechasse, on était à Saint-Henri, au Ultramar, au Rond-Point, à distribuer des autocollants « Mon char, mon choix ». Je l'ai expliqué sur les réseaux sociaux, mais je veux vous le répéter aujourd'hui parce que c'est important de comprendre ce qui s'est passé.
il y a une maman de 4 enfants, 4 jeunes enfants qui arrivent, une Nadine qui arrive dans sa minivan, qui me dit qu'elle a fait 20 minutes de détour pour aller conduire ses enfants à la garderie ce matin-là parce qu'elle voulait venir chercher son collant. Parce qu'elle, elle me dit qu'elle n'a pas les moyens de se payer une voiture électrique, puis elle a besoin d'une minivan pour transporter ses enfants d'un rang à Saint-Henri dans Bellechasse. Et elle a été écœurée de se faire dire quoi faire, quoi penser, puis quoi acheter comme véhicule pour se promener entre chez eux, puis la garderie, puis sa job. Nadine n'a pas des moyens épouvantables. Elle travaille comme adjointe administrative. Son chum est menuisier. Nadine, à toutes les semaines, elle voit le prix de l'épicerie monter. Le sénateur Oussakos vient de parler de combien ça coûte, combien de centaines de dollars de plus par année que ça coûte. Son hypothèque arrive à échéance au mois de janvier. Ça va coûter 200 pièces de plus par mois. Elle l'a pas, ces 200 pièces-là. Et elle voit les politiciens qui essayent d'y rentrer dans la gorge qu'il faut qu'elle s'achète un char à 100 000 pièces dont elle n'a pas les moyens, qui essayent d'y imposer des taxes de toutes sortes détournées, qui sont toujours en train, au nom de la vertu, essayer d'aller chercher plus d'argent dans ses poches. Puis ils sont même en train d'essayer de rentrer à la théorie des genres dans les garderies puis les écoles de ses enfants. Puis elle trouve que ces gens-là sont déconnectés de sa réalité puis n'ont pas les yeux à la bonne place. Puis Nadine est conservatrice. Puis elle parle pas anglais, Nadine. Elle sait pas trop ce qui s'est passé aux États-Unis, mais elle a compris le sentiment de la masse populaire qui est écœurée puis qui est écrasée puis qui est en train d'étouffer actuellement au Québec. Le lendemain, je suis allé dans Vanier, puis je salue Jimmy, le président de l'association, qui nous a accueillis à la Bouchée Généreuse. Ça, c'est la plus grosse banque alimentaire dans la région de Québec. On est allé faire du bénévolat pour distribuer des paniers parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en arrachent. Puis, ce qui m'a impressionné, évidemment, c'est toujours la bonté des gens, la générosité des bénévoles qui sont là. Il y a une atmosphère très amicale, très fraternelle. Mais ce qui m'a impressionné, c'est de voir la longueur de la file d'attente à l'extérieur. Puis c'est de voir que le responsable de l'organisation m'a expliqué qu'au cours des derniers mois, la demande a doublé. La journée qu'on était là, habituellement, tous les jeudis qui font la distribution des paniers, normalement, ils en distribuent entre 6 et 700. La journée qu'on était là, ils en ont distribué 1400. Puis là-dedans, ce qui est le pire, c'est qu'il y a des gens qui travaillent. Il y a 1 personne sur 10 au Québec qui est allée dans une banque alimentaire pour manger puis nourrir sa famille dans la dernière année. Ça n'a jamais été aussi pire. Alors, il y a quelque chose qui se passe, puis ces gens-là, là, ils demandent à l'aide. Puis ce qu'ils ont besoin, c'est pas de se faire dire quelle sorte de char acheter, puis c'est pas commencer à se faire avoir des discours puis à essayer de trouver des nouvelles façons de les taxer, là. Ces gens-là ont besoin d'aide, puis ça presse. Et quelques jours plus tard, j'ai été invité au cégep de Valleyfield. Puis on en parle, là, Léo en a parlé aussi, puis je vais vous donner des chiffres tantôt, là, mais il y a effectivement quelque chose qui est en train de se passer avec la jeunesse au Québec, qui devient de plus en plus conservatrice. Puis je l'ai vu dans une classe d'un enseignant de sciences politiques du cégep de Valleyfield qui m'a invité. Puis les étudiants étaient très, très conservateurs, puis ça a même estomaqué le prof qui ne l'était pas pantoute. Et donc, ils voulaient tous prendre des selfies avec moi, puis ils voulaient tous avoir des collants, mon char, mon choix. Et donc, j'ai parlé à ces étudiants-là, puis c'est pas sorcier, là. Ils ont pas changé, les étudiants. Ils sont comme nous quand on était sur les bancs d'école à 18 ans ou à 20 ans, là. Ils veulent un avenir meilleur, ils veulent une bonne job, ils veulent se marier, ils veulent s'acheter une maison, ils veulent fonder une famille, ils veulent être heureux. Ils sont pas différents de nous autres. Sauf que la réalité, là, c'est qu'ils voient un gouvernement qui leur met des bâtons dans les roues pour chacune des étapes importantes de leur vie qu'ils veulent avoir. Puis ils réalisent. Moi, je l'ai écrit, mon livre, ça fait quoi, 15-20 ans, là? Mais là, aujourd'hui, on est dedans. Nous autres, à l'époque, quand on était à l'ADQ, c'était comme une prophétie quand on disait que les jeunes allaient s'appauvrir. Puis quand j'ai écrit le livre « L'État contre les jeunes », comment les baby boomers ont détourné le système. On parlait de quelque chose de théorique. Eux autres, ils le vivent. La jeunesse québécoise aujourd'hui, c'est la première génération, depuis que nos ancêtres sont arrivés sur le continent, qui va vivre plus pauvre que celle de ses parents. Puis ces jeunes-là, ils comprennent. Puis quand ils comprennent, ils votent conservateurs. Et vous savez, autant là, Nadine à Saint-Henri, dans Bellechasse, que les étudiants du cégep de Valleyfield, que les gens qui étaient dans le fil d'attente, dans Vanier, à attendre pour un panier là, à la Bouchée Généreuse, tous ces gens-là, là, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin d'espoir. Parce que présentement, leur réalité n'est pas rose. Puis vous êtes l'espoir. Les conservateurs, nos politiques conservatrices que vous avez débattues puis adoptées ce matin, là, c'est l'espoir de s'en sortir, de sortir de ce cercle vicieux de politiciens qui veulent acheter la prochaine élection en hypothéquant l'avenir de la prochaine génération.
On en a eu un bel exemple cette semaine à Ottawa et à Québec. Justin Trudeau, il a inventé quelque chose. On va envoyer un chèque à la veille des élections. Je sais pas si François Legault, il a des droits d'auteur là-dessus, il va être obligé de donner il va être obligé de se payer une cote, mais il était un peu cheap, Trudeau, honnêtement, il aurait pu se forcer. Legault nous avait envoyé 500. Mais pensez-y, là. On prend de l'argent qu'on n'a pas. C'est pas comme s'il y avait une réserve d'argent puis il était assis sur une montagne de cash puis il distribuait des enveloppes. Là, non. On dit, on va prendre cet argent-là, on va l'emprunter, on va signer ça au nom de nos enfants, on va lui pelleter ça dans le cours, puis nous autres, on va distribuer des chèques, pareil comme si c'était des cadeaux de Noël, puis on va donner ça en échange des votes. C'est ça qu'ils sont en train de faire, là, présentement. Et c'est ce qui explique cette spirale infernale dans laquelle on est entré et dans laquelle seuls les conservateurs veulent nous sortir. Je viens de vous parler des jeunes, là, puis je pense qu'à l'écran, on va montrer là, un tableau, là. Je veux vous montrer qu'est-ce que ça vient, parce que tantôt, Léo, il a parlé des sondages au fédéral, puis là, on le voit. 33% présentement des jeunes de 35 ans et moins au Québec voteraient conservateur, contre seulement 15% pour le Bloc québécois. Juste vous rappeler que dans les sondages nationaux, là, au niveau du Québec, là, le Bloc est en avance. Chez les jeunes, ils sont 4e. C'est quand même ça veut dire, ça signifie quelque chose, là. Il est en train de se passer quelque chose. Maintenant, on va ramener ça plus près de nous, parce que la semaine passée, ici même à Victoriaville, le Parti québécois a coulé son propre sondage interne sur ce qui allait se passer dans la circonscription d'Arthabasca, où il va y avoir une élection partielle au cours des prochains mois. Et ils ont fait dans le sondage, regardez, vous le voyez à l'écran, la répartition en fonction des âges. Chez les 18 à 29 ans, le Parti conservateur du Québec est à 38 %, le Parti québécois est à 17 %. Chez les 30 à 44 ans, le Parti conservateur du Québec est à 48 %, le Parti québécois est à 26 %. On mène par plus de 20 % chez les 44 ans et moins. Et vous voyez que notre défi où il est, chez les personnes plus âgées, mais là, c'est le contraire. On perd par plus de 20 %. Il est en train d'y avoir une espèce de choc des générations, puis on veut pas ça. Il faut unir les générations au Québec, il faut pas les diviser. Et quand on vote, là, on vote pas par nostalgie du 15 novembre 76. On vote pour l'avenir de la prochaine génération de Québécois. Et on a des députés qui sont déconnectés à l'Assemblée nationale. Évidemment, au Parti québécois, leur seule solution magique, c'est de dire que la souveraineté va régler tous les problèmes. Mais il y a pire que ça. Pendant qu'on est ici, qu'on est rassemblés, puis que vous adoptez des résolutions pour essayer d'améliorer la situation politique au Québec, puis essayer d'apporter des solutions pour que les travailleurs aient plus d'argent dans leur portefeuille à la fin de la semaine, puis pour que les jeunes aient l'ambition de pouvoir s'acheter une maison un jour. Pendant que vous faites ça, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, et le chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, sont ensemble, main dans la main, au grand rassemblement de la CSN à Trois-Rivières. Ça s'invente pas, là. Pendant que nous, on cherche des solutions, eux autres, ils veulent nous mettre encore plus dans le trouble. Comme si les vieilles solutions qu'ils ont essayées, qui nous ont creusé les déficits, qui nous ont creusé tous les problèmes avec lesquels on est pris aujourd'hui, mais eux autres, ils en veulent encore un peu plus, puis ils trouvent que le gouvernement Legault va pas encore assez loin là-dedans. Fait que si vous vouliez une image, là, je sais qu'il y a eu des spectacles cette semaine à l'Assemblée nationale sur les divisions dans l'autobus du oui, là, entre le PQ puis le Québec solidaire, là. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils sont main dans la main, puis que leurs solutions puis leur programme, c'est à peu près du pareil au même. Et je pensais pas que la CAQ, c'est bien mieux, là. Cette semaine, vous avez vu le ministre des Finances, Éric Girard, nous présenter sa mise à jour économique. 11 milliards de déficit, hein, il nous l'a répété. Pendant qu'il faisait sa conférence de presse, Danielle Smith, la première ministre conservatrice de l'Alberta, elle aussi, elle faisait une mise à jour économique la même journée. Elle annonçait un surplus. Elle avait prévu dans son budget un surplus de 400 millions. Finalement, l'Alberta va présenter un surplus de 4,6 milliards de dollars. C'est ça, un gouvernement conservateur. C'est du monde qui veut leur mettre de l'argent dans vos poches. C'est du monde qui veut que ce soit le gouvernement qui se serre la ceinture plutôt que les familles, puis le monde, puis les jeunes. C'est ça la différence entre nos deux valeurs, entre nos deux visions. C'est d'avoir une gestion responsable de l'argent que vous gagnez à la sueur de votre front. C'est arrêter. Merci.
c'est arrêter les folies de subventionner les Nordvolt, Lyon Électrique, Taiga, Vision Marine, je pourrais continuer toute la journée, là. Tous les fiascos, un après l'autre. On essaye de vous taxer, de vous imposer, de vous enlever de l'argent, puis on donne ça à des multinationales, à des fiascos, puis après ça, c'est vous autres qui passez puis qui êtes pognés pour payer ça. Ça a plus de bon sens, il faut mettre fin à cette spirale infernale. Le gouvernement Legault joue au casino avec votre argent, mais malheureusement, il mise jamais sur le bon numéro. Et c'est un peu ça qu'on se rend compte, là, de plus en plus, on a cette perception-là. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas jouer au casino avec votre argent. Nous autres, on veut éliminer justement les crédits d'impôt qui sont inefficaces. On veut baisser vos impôts, autant pour les particuliers que pour les PME. On veut baisser la taxe sur l'essence comme ils ont fait en Ontario. On veut faire des campagnes pour vous permettre d'avoir la liberté de choix du véhicule que vous voulez acheter. L'État, tantôt, c'est qui disait ça, que l'État doit être partenaire, pas contrôlant? Je pense que c'est Karim qui a dit ça un peu plus tôt aujourd'hui. Et c'est exactement ça, le Parti conservateur du Québec. C'est qu'on veut vous donner cette liberté-là. Hein? Notre slogan aux dernières élections, là, c'était « Libre chez nous ». Je pense que le prochain, ça va être « Sacrez-nous patience ». Évidemment, on ne tient pas cette réunion, cet rassemblement, ce conseil général à Victoriaville pour rien. Vous savez, comme moi, qu'il y a une élection partielle qui s'en vient dans la circonscription ici. Il va falloir qu'on soit prêt, ultra prêt, méga prêt. Depuis l'annonce du départ prochain du député Éric Lefebvre pour se présenter pour les conservateurs sur la scène fédérale, bien, on a été là du jour 1 pour commencer maintenant à se préparer. Dans les heures qui ont suivi son annonce, on était plus d'une 60aine d'organisateurs. On s'est rassemblés, si vous vous souvenez, celles et ceux qui étaient là à la fromagerie Victoria, donc le 27 avril. Après ça, le 30 avril, j'ai été en compagnie des militants. Tarek était avec nous aussi. On était au match des Tigres, ici à Victoriaville aussi, qui était en Syrie à cette époque-là. Les 7 et 8 juin, j'ai participé au Festival du cheval de Princeville, notamment à la soirée de rodéo le vendredi, puis le samedi, on était dans la parade dans les rues de Princeville. Le 17, j'ai assisté au festival Bière, Bouffe et Culture de Princeville. Le 30 août, on était très bien représents au festival du bœuf d'Inverness. Je pense que Luce Dano était là. Je pense que Jonathan Poulain était là. Christian Gauthier était là. J'en oublie-tu? Myriam Cournoyer était là. Une belle activité de famille dans le comté. Le 5 octobre, on faisait les balades gourmandes à Sainte-Sophie d'Halifax, à Saint-Pierre-Baptiste, à Plestisville, à Princeville, suivi d'un 5 à 7 des militants au pub, au Canal, à Victo. Le 25, on distribuait nos autocollants, mon char, mon choix. Puis le soir, on était en train de distribuer des friandises aux enfants pour l'Halloween au centre-ville de Victoriaville. Et le 7 novembre, j'étais encore de retour pour assister à un autre match des Tigres. Tout ça pour vous dire que au cours des dernières semaines, des derniers mois, on a été présents comme jamais, puis on va l'être encore plus d'ici les élections partielles qui approchent. Vous savez, à la dernière élection, on a fait très bonne figure dans le comté d'Arthabasca. Tarek est allé chercher le quart des votes, 25 %. 11 000 personnes ont voté pour nous. Bravo Tarek, bravo votre équipe. Après discussion avec Tarek et avec l'équipe des militants ici dans la circonscription d'Arthabasca, on a décidé qu'on allait mettre tous les efforts possibles et humains pour remporter la victoire. Ça va être notre seule obsession. Et vous savez, Claire Sanson, que je salue et qui est ici. Claire, merci. Je veux dire que Claire nous avait donné une place à l'Assemblée nationale, vous vous en souvenez. Et cette place-là, on l'a perdue. J'avais convaincu une femme de joindre le Parti conservateur du Québec, puis on avait le droit d'entrer à l'Assemblée nationale. On a convaincu 530 000 Québécois, puis ils nous ont mis dehors. Il faut réparer cette injustice-là. Il faut que la pire distorsion démocratique du Québec soit réparée, puis ça va commencer ici par une victoire dans Victoriaville. Et je vais vous poser la question que les médias me posent depuis quelques heures, depuis quelques jours. Ils veulent tous savoir qui va être notre candidat dans Arthabasca lors de cette élection partielle. Ben écoutez, j'en ai discuté honnêtement avec Tarek et avec les gens ici. Notre priorité, je viens de vous le dire, c'est qu'on gagne. Et pour que le parti gagne, ben, il faut qu'on fasse sortir notre vote. Vous l'avez vu tantôt, là, c'est beaucoup les jeunes, notre appui. Hein?
C'est des gens qui sont très sympathiques au Parti conservateur, mais qui sont plus difficiles à mobiliser et à déplacer le jour du vote. Ce qui va faire la différence dans Victoriaville, ça va être beaucoup vos efforts. Chaque porte que vous allez faire, chaque personne que vous allez convaincre d'amener voter, c'est elle ou lui qui va faire la différence. Et ça va être ça, la bataille de Victo, la bataille d'Arthabasca qui nous attend. Oui, merci, je compte sur vous autres aussi. Mais avant de prendre une décision pour qui va être candidat, pour savoir si ce sera Tarek, moi ou un autre, je pense que comme première étape, puis je me suis engagé auprès de l'association puis auprès des gens localement, c'est une grosse décision qui implique beaucoup d'énergie. La première chose que je veux faire, c'est qu'on a près de 1400 membres dans le comté d'Arthabasca, 1387 pour être plus précis. J'ai l'intention, au cours des prochains jours, de les appeler un par un. Je veux leur demander ce qu'ils en pensent. Parce que d'abord et avant tout, c'est nos membres, c'est nos militants, c'est vous qui devez décider. Et je veux leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de m'avoir comme candidat, mais je veux aussi leur demander s'ils sont prêts à faire du bénévolat. Je veux leur demander s'ils sont prêts à vendre une carte de membre à une autre personne. Si on doublait notre nombre de membres à Victo, puis dans la région d'Arthabasca, ça serait extraordinaire. Je veux leur demander s'ils sont prêts à mettre une pancarte sur le terrain, combien d'électeurs ils vont pouvoir convaincre pour amener voter, y a-t-il des gens qu'il faudrait aller voir ou à qui il faudrait parler. Donc, on va commencer dès maintenant à déployer véritablement là, notre campagne électorale. Ça commence à téléphoner chacun des 1387 membres dans la circonscription d'Arthabasca. Et puis, il n'y a pas juste à Arthabasca qu'il va y avoir une élection partielle, il va aussi en avoir une autre à Terrebonne, parce que vous savez que M. Fitzgibbon est parti. On a appris dans les derniers jours, c'était peut-être pas parce qu'il était en amour, mais c'est peut-être parce qu'il y avait du monde qui n'était pas en amour, pas tout avec lui. Mais de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, c'était très électrique, là. Et ces deux élections partielles-là vont être une occasion unique pour nous là, de mettre de l'avant nos propositions puis de défendre notre message pour le contribuable québécois. Au cours des prochains jours, je vais même annoncer qui sera notre candidat dans la circonscription de Terrebonne. Vous allez voir qu'on a une très bonne candidature. Je suis très heureux de pouvoir compter sur cette personne-là que vous allez connaître au cours des prochains jours. Et il va falloir se relever les manches, il va falloir travailler extraordinairement fort. Ça va être une étape charnière en vue, évidemment, de l'élection générale qui aura lieu en octobre 2026. Et je veux vous dire aussi quelque chose d'autre, parce que hier, ça a marqué une journée spéciale. On est aujourd'hui le 23 novembre, puis hier, ça faisait 4 ans, jour pour jour, que j'avais annoncé ma décision de me porter candidat à la direction du Parti conservateur du Québec. Hein, le temps passe vite, hein? Et je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais j'ai pas pu annoncer ça devant une salle comme vous, puis on n'a pas pu faire des beaux discours puis se serrer dans nos bras. C'était à une époque un peu folle dans l'histoire du Québec, où je pouvais même pas aller dans un studio de radio ou de télé pour annoncer ça. J'ai fait ça dans mon sous-sol avec 2-3 amis puis une bouteille de vin, et on a fait ça devant un ordinateur, mais vous étiez heureusement des milliers et des milliers partout au Québec à nous regarder. Cette décision-là, évidemment, a complètement changé ma vie. Je dis pas ça d'une façon négative, au contraire. Mais quand j'ai pris cette décision-là, puis quand j'ai fait cette annonce-là, je pensais jamais un jour que je serais ici aujourd'hui devant vous autres, que vous seriez aussi nombreux, puis qu'on aurait un parti aussi bien structuré. Quand j'ai pris cette décision-là, je l'ai même pas pris en pensant combien de votes on pouvait aller chercher. Ça n'avait pas vraiment d'importance. Je l'ai pris parce que notre démocratie avait été mise sur pause, parce que nos droits et libertés avaient été violés comme jamais dans l'histoire. Puis, je voulais pas me soumettre. Et je pensais que c'était important qu'on puisse démocratiquement s'exprimer au Québec. Et pour moi, c'était bien important que les gens aient un choix quand qu'ils vont voter, puis qu'ils puissent prendre conscience qu'il y avait d'autres choses, qu'un autre Québec était possible. Et à la fin de l'élection, on s'est rendu compte qu'on était 530 000. On était loin d'être 3-4 dans mon sous-sol. Puis, depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté de monter. Moi, je suis fier qu'on se soit tenu debout, qu'on continue à se tenir debout, qu'on continue de défendre la démocratie, qu'on continue de défendre nos libertés civiques, qu'on continue de défendre nos droits civiques, puis nos libertés individuelles. 4 ans plus tard, là, regardez le chemin qu'on a parcouru. On est un parti qui s'institutionnalise, qui s'imprègne de plus en plus dans le décor politique québécois, qu'il le veuille ou non. Nos racines s'allongent un petit peu plus tous les jours dans tous les coins du Québec.
On a 63 000 membres, ce qui fait de nous le plus important parti politique au Québec à l'heure actuelle en termes de membership. On a 530 000 personnes qui étaient là aux élections et qui sont encore là, même si on ne parle jamais de nous dans les médias traditionnels ou à peu près pas. D'ailleurs, Mathieu Bock-Côté avait une bonne citation hier. Hein? Il disait le Parti conservateur du Québec, on parle 1000 fois moins d'eux que le Québec solidaire, mais leurs idées sont 1000 fois moins folles. Vous trouvez que c'est une citation? On a quelques millions dans les coffres, et ça, je vais laisser tantôt, on va avoir une période à huis clos, puis je pense que Patrice Raza va pouvoir vous présenter les chiffres, mais on se prépare pour gagner les prochaines batailles. Aujourd'hui, je veux vous dire merci. Merci d'avoir fait du mouvement conservateur au Québec un succès aussi extraordinaire. Merci. Ça a été, grâce à vous, la meilleure décision de ma vie que j'ai prise il y a 4 ans, jour pour jour. On a commencé un marathon, toute la gang ensemble. Puis c'est pas vrai qu'on va arrêter avant que nos idées transforment profondément le Québec. De casser l'unanimisme à l'Assemblée nationale, c'est important. De donner une voix à ceux et celles qui souhaitent améliorer leurs soins de santé en additionnant le privé, c'est important. De réduire la dette et les taxes, particulièrement pour la prochaine génération, c'est important. D'exploiter nos ressources pour arrêter de toujours dépendre de l'extérieur, c'est important. Donner plus d'autonomie, pas juste au Québec, mais aux Québécois, c'est important. Aujourd'hui, je veux terminer mon discours en vous disant que je suis fier de vous, puis que c'est un privilège extraordinaire que j'ai d'être votre chef. Merci beaucoup tout le monde. Venu sur le stage devant tes membres. Oui. Merci beaucoup d'être là, d'être aussi nombreux aujourd'hui réunis à Victoriaville. Vous êtes vraiment la fondation du parti, le solage du parti. Je suis tellement fier, vous êtes tellement beaux, c'est tellement une belle journée. Des fois, la politique, c'est pas toujours évident. Hein? On travaille de nombreuses heures, puis vous savez que de temps en temps, il y en a qui sont pas gentils avec nous autres. Mais quand on a des journées comme aujourd'hui, je peux vous dire que ça remplit le réservoir d'énergie puis d'ambition pour le Québec. Je veux évidemment aussi remercier les gens qui nous accueillent. Je veux commencer par Tarek Hénoud, qui était notre candidat ici à Victoriaville. Merci Tarek de nous accueillir. Merci à ton équipe au niveau local. Merci aussi à toute l'organisation, à l'équipe de l'organisation qui a rendu ce conseil-là possible. Merci à nos 2 personnes qui ont été à l'animation de cette journée et qui occupent des fonctions importantes au parti, Chantal et Olivier. Merci à Karim Elayoubi de la commission politique et à sa commission politique aussi pour la résolution cadre que vous avez adoptée un peu plus tôt aujourd'hui avec des débats nuancés et respectueux. Merci aux 2 conférenciers qu'on vient d'entendre. Wow! Marc Bellemare, que je connais depuis longtemps, qui nous a fait un excellent exposé sur la justice, sur un vrai système de justice au pays. Merci à Léo Sakos, qui vient de faire un discours très enthousiasmant aussi pour ce qu'il fait. Et aussi, on va être là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il est avec nous, mais lors de la prochaine élection, je pense qu'il va pouvoir compter sur les conservateurs du Québec pour nous débarrasser de Justin Trudeau à Ottawa. Et je veux d'ailleurs souligner la présence de quelques personnes qui ont été candidats ou que c'est des organisateurs très importants pour nous qui vont être candidats pour le Parti conservateur du Canada lors de la prochaine élection fédérale. Il y en a un qui a occupé une fonction même au Bureau exécutif national jusqu'à il y a pas longtemps. Je pense évidemment à notre ami Constantinos Merakos dans la Val-des-Îles. L'auteur de notre fameuse étude sur le 3e lien qui va être candidat dans Argenteuil, et j'ai nommé Martin Charon.
Et je vais terminer avec Marie-Josée Ely, que vous connaissez tous, dans Côte-de-Beaupré-Charlevoix. Il y en a d'autres qui sont déjà choisis, comme par exemple Grace Daou dans Vimy. Il y en a d'autres qui vont être annoncés dans les prochaines semaines. Je veux garder le suspense, mais je trouve que c'est important ce qui est en train de se passer. Ça démontre que les valeurs passent avant l'identité du parti. Je pense qu'on est une grande famille conservatrice qui s'étend bien au-delà du Québec et on est fiers de voir certains des éléments chez nous vouloir continuer à mener la bataille sur la scène fédérale. On est réunis aujourd'hui ici, évidemment, pour parler et développer nos idées pour ce qui est de la capacité de payer des contribuables québécois, pour remettre de l'argent dans les poches du monde qui en arrache de plus en plus au Québec. Et il s'est passé quelque chose, on ne peut pas parler de politique au Québec aujourd'hui sans tenir compte de ce qui s'est passé, du tremblement de terre politique qui s'est passé au sud de nos frontières il y a à peine 2 semaines et demie. Je veux en parler, pas parce que je veux m'immiscer dans l'élection, c'est le choix des Américains. Puis c'est pas vrai que les Américains sont tous des idiots ou que 50% des Américains sont des idiots, là. Il s'est passé quelque chose aux États-Unis récemment parce qu'il y a une grande partie de la population qui en a eu assez d'une élite qui est déconnectée sur le plan politique. Et ce vent, cette écœurantite-là, si on peut dire, elle transcende nos frontières à certains égards. Évidemment, la politique n'a rien à voir ici, puis les politiciens n'ont rien à voir avec ce qui se passe au sud de nos frontières. Mais il y a une similitude par rapport à une part importante, une frange importante de la population qui se sent plus représentée par ces élites politiques. Et ça m'a sauté au visage le lendemain matin. Vous savez, l'élection américaine est arrivée le 5 novembre. Le 6 novembre, je le salue avec Michel Tardy dans Bellechasse. On était à Saint-Henri, au Ultramar, au Rond-Point, à distribuer des autocollants « Mon char, mon choix ». Je l'ai expliqué sur les réseaux sociaux, mais je veux vous le répéter aujourd'hui parce que c'est important de comprendre ce qui s'est passé. Il y a une maman de 4 enfants, 4 jeunes enfants qui arrivent, une Nadine qui arrive dans sa minivan, qui me dit qu'elle a fait 20 minutes de détour pour aller conduire ses enfants à la garderie ce matin-là parce qu'elle voulait venir chercher son collant. Parce qu'elle, elle me dit qu'elle n'a pas les moyens de se payer une voiture électrique, puis elle a besoin d'une minivan pour transporter ses enfants d'un rang à Saint-Henri en Bellechasse. Et elle a été écœurée de se faire dire quoi faire, quoi penser, puis quoi acheter comme véhicule pour se promener entre chez eux, puis la garderie, puis sa job. Nadine n'a pas des moyens épouvantables. Elle travaille comme adjointe administrative. Son chum est menuisier. Nadine, à toutes les semaines, elle voit le prix de l'épicerie monter. Le sénateur Oussakos vient de parler de combien ça coûte, combien de centaines de dollars de plus par année que ça coûte. Son hypothèque arrive à échéance au mois de janvier. Ça va coûter 200 pièces de plus par mois. Elle l'a pas, ces 200 pièces-là. Et elle voit les politiciens qui essayent d'y rentrer dans la gorge qu'il faut qu'elle s'achète un char à 100 000 pièces dont elle n'a pas les moyens, qui essayent d'y imposer des taxes de toutes sortes détournées, qui sont toujours en train, au nom de la vertu, essayer d'aller chercher plus d'argent dans ses poches. Puis ils sont même en train d'essayer de rentrer à la théorie des genres dans les garderies puis les écoles de ses enfants. Puis elle trouve que ces gens-là sont déconnectés de sa réalité puis n'ont pas les yeux à la bonne place. Puis Nadine est conservatrice. Puis elle parle pas anglais, Nadine. Elle sait pas trop ce qui s'est passé aux États-Unis, mais elle a compris le sentiment de la masse populaire qui est écœurée, puis qui est écrasée, puis qui est en train d'étouffer actuellement au Québec. Le lendemain, je suis allé dans Vanier, puis je salue Jimmy, le président de l'association, qui nous a accueillis à la Bouchée Généreuse. Ça, c'est la plus grosse banque alimentaire dans la région de Québec. On est allé faire du bénévolat pour distribuer des paniers parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en arrachent. Puis, ce qui m'a impressionné, évidemment, c'est toujours la bonté des gens, la générosité des bénévoles qui sont là. Il y a une atmosphère très amicale, très fraternelle. Mais ce qui m'a impressionné, c'est de voir la longueur de la file d'attente à l'extérieur. Puis c'est de voir que le responsable de l'organisation m'a expliqué qu'au cours des derniers mois, la demande a doublé. La journée qu'on était là, habituellement, tous les jeudis qui font la distribution des paniers, normalement, ils en distribuent entre 6 et 700. La journée qu'on était là, ils en ont distribué 1400. Puis là-dedans, ce qui est le pire, c'est qu'il y a des gens qui travaillent. Il y a 1 personne sur 10 au Québec qui est allée dans une banque alimentaire pour manger puis nourrir sa famille dans la dernière année. Ça n'a jamais été aussi pire. Alors, il y a quelque chose qui se passe, puis ces gens-là, là, ils demandent à l'aide. Puis ce qu'ils ont besoin, c'est pas de se faire dire quelle sorte de char acheter, puis c'est pas commencer à se faire avoir des discours pour essayer de trouver des nouvelles façons de les taxer, là. Ces gens-là ont besoin d'aide, puis ça presse. Et quelques jours plus tard, j'ai été invité au cégep de Valleyfield. Puis on en parle, là, Léo en a parlé aussi, puis je vais vous donner des chiffres tantôt, là, mais il y a effectivement quelque chose qui est en train de se passer avec la jeunesse au Québec.
qui devient de plus en plus conservatrice. Puis je l'ai vu dans une classe d'un enseignant de sciences politiques du cégep de Valleyfield qui m'a invité. Puis les étudiants étaient très, très conservateurs, puis ça a même estomaqué le prof qui ne l'était pas pantoute. Et donc, ils voulaient tous prendre des selfies avec moi, puis ils voulaient tous avoir des collants mon char, mon choix. Et donc, j'ai parlé à ces étudiants-là, puis c'est pas sorcier, là. Ils ont pas changé, les étudiants. Ils sont comme nous quand on était ces bancs d'école à 18 ans ou à 20 ans, là. Ils veulent un avenir meilleur, ils veulent une bonne job, ils veulent se marier, ils veulent s'acheter une maison, ils veulent fonder une famille, ils veulent être heureux. Ils sont pas différents de nous autres. Sauf que la réalité, là, c'est qu'ils voient un gouvernement qui leur met des bâtons dans les roues pour chacune des étapes importantes de leur vie qu'ils veulent avoir. Puis ils réalisent. Moi, je l'ai écrit, mon livre, ça fait quoi, 15-20 ans, là? Mais là, aujourd'hui, on est dedans. Nous autres, à l'époque, quand on était à l'ADQ, c'était comme une prophétie quand on disait que les jeunes allaient s'appauvrir. Puis quand j'ai écrit le livre « L'État contre les jeunes », comment les baby boomers ont détourné le système. On parlait de quelque chose de théorique. Eux autres, ils le vivent. La jeunesse québécoise aujourd'hui, c'est la première génération depuis que nos ancêtres sont arrivés sur le continent qui va vivre plus pauvre que celle de ses parents. Puis ces jeunes-là, ils comprennent. Puis quand ils comprennent, ils votent conservateur. Vous savez, autant là, Nadine à Saint-Henri, dans Bellechasse, que les étudiants du cégep de Valleyfield, que les gens qui étaient dans le file d'attente, dans Vanier, à attendre pour un panier là, à la bouchée généreuse, tous ces gens-là, là, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin d'espoir. Parce que présentement, leur réalité n'est pas rose. Puis vous êtes l'espoir. Les conservateurs, nos politiques conservatrices que vous avez débattues puis adoptées ce matin, là, c'est l'espoir de s'en sortir, de sortir de ce cercle vicieux de politiciens qui veulent acheter la prochaine élection en hypothéquant l'avenir de la prochaine génération. On en a eu un bel exemple cette semaine à Ottawa et à Québec. Justin Trudeau, il a inventé quelque chose. On va envoyer un chèque à la veille des élections. Je sais pas si François Legault, il a des droits d'auteur là-dessus, il va être obligé de donner il va être obligé de payer une cote, mais il était un peu cheap, Trudeau, honnêtement, il aurait pu se passer, Legault nous avait envoyé 500, mais pensez-y, là, on prend de l'argent qu'on n'a pas, c'est pas comme s'il y avait une réserve d'argent puis il était assis sur une montagne de cash puis il distribuait des enveloppes, là, non. On dit, on va prendre cet argent-là, on va l'emprunter, on va signer ça au nom de nos enfants, on va lui pelleter ça dans le cours, puis nous autres, on va distribuer des chèques, pareil comme si c'était des cadeaux de Noël, puis on va donner ça en échange des votes. C'est ça qu'ils sont en train de faire, là, présentement. Et c'est ce qui explique cette spirale infernale dans laquelle on est entré et dans laquelle seuls les conservateurs veulent nous sortir. Je viens de vous parler des jeunes, là, puis je pense qu'à l'écran, on va montrer là, un tableau. Là. Je veux vous montrer qu'est-ce que ça vient, parce que tantôt, Léo, il a parlé des sondages au fédéral, puis là, on le voit. 33% présentement des jeunes de 35 ans et moins au Québec voteraient conservateur, contre seulement 15% pour le Bloc québécois. Juste vous rappeler que dans les sondages nationaux, là, au niveau du Québec, là, le Bloc est en avance. Chez les jeunes, ils sont 4e. C'est quand même ça veut dire, ça signifie quelque chose, là. Il est en train de se passer quelque chose. Maintenant, on va ramener ça plus près de nous, parce que la semaine passée, ici même à Victoriaville, le Parti québécois a coulé son propre sondage interne sur ce qui allait se passer dans la circonscription d'Arthabasca, où il va y avoir une élection partielle au cours des prochains mois. Et ils ont fait dans le sondage, regardez, vous le voyez à l'écran, la répartition en fonction des âges. Chez les 18 à 29 ans, le Parti conservateur du Québec est à 38 %, le Parti québécois est à 17 %. Chez les 30 à 44 ans, le Parti conservateur du Québec est à 48 %, le Parti québécois est à 26 %. On mène par plus de 20 % chez les 44 ans et moins. Et vous voyez que notre défi où il est, chez les personnes plus âgées, mais là, c'est le contraire. On perd par plus de 20 %. Il est en train d'y avoir une espèce de choc des générations, puis on veut pas ça. Il faut unir les générations au Québec, il faut pas les diviser. Et quand on vote, là, on vote pas par nostalgie du 15 novembre 76. On vote pour l'avenir de la prochaine génération de Québécois. Et on a des députés qui sont déconnectés à l'Assemblée nationale. Évidemment, au Parti québécois, leur seule solution magique, c'est de dire que la souveraineté va régler tous les problèmes. Mais il y a pire que ça.
Pendant qu'on est ici, qu'on est rassemblés, puis que vous adoptez des résolutions pour essayer d'améliorer la situation politique au Québec, puis essayer d'apporter des solutions pour que les travailleurs aient plus d'argent dans leur portefeuille à la fin de la semaine, puis pour que les jeunes aient l'ambition de pouvoir s'acheter une maison un jour. Pendant que vous faites ça, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, et le chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, sont ensemble, main dans la main, au grand rassemblement de la CSN à Trois-Rivières. Ça s'invente pas, là. Pendant que nous, on cherche des solutions, eux autres, ils veulent nous mettre encore plus dans le trouble. Comme si les vieilles solutions qu'ils ont essayées, qui nous ont creusé les déficits, qui nous ont creusé tous les problèmes avec lesquels on est pris aujourd'hui, mais eux autres, ils en veulent encore un peu plus, puis ils trouvent que le gouvernement Legault va pas encore assez loin là-dedans. Fait que si vous vouliez une image, là, je sais qu'il y a eu des spectacles cette semaine à l'Assemblée nationale sur les divisions dans l'autobus du oui, là, entre le PQ puis le Québec solidaire, là. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils sont main dans la main, puis que leur solution puis leur programme, c'est à peu près du pareil au même. Et je pensais pas que la CAQ, c'est bien mieux, là. Cette semaine, vous avez vu le ministre des Finances, Éric Girard, nous présenter sa mise à jour économique. 11 milliards de déficit, hein, il nous l'a répété. Pendant qu'il faisait sa conférence de presse, Danielle Smith, la première ministre conservatrice de l'Alberta, elle aussi, elle faisait une mise à jour économique la même journée. Elle annonçait un surplus. Elle avait prévu dans son budget un surplus de 400 millions. Finalement, l'Alberta va présenter un surplus de 4,6 milliards de dollars. C'est ça, un gouvernement conservateur. C'est du monde qui veut leur mettre de l'argent dans vos poches. C'est du monde qui veut que ce soit le gouvernement qui se serre la ceinture plutôt que les familles, puis le monde, puis les jeunes. C'est ça la différence entre nos deux valeurs, entre nos deux visions. C'est d'avoir une gestion responsable de l'argent que vous gagnez à la sueur de votre front. C'est arrêter. Merci. C'est arrêter les folies de subventionner les Nordvolt, Lyon Électrique, Taiga, Vision Marine. Je pourrais continuer toute la journée, là. Tous les fiascos, un après l'autre. On essaye de vous taxer, de vous imposer, de vous enlever de l'argent, puis on donne ça à des multinationales, à des fiascos, puis après ça, c'est vous autres qui passez puis qui êtes pognés pour payer ça. Ça a plus de bon sens. Il faut mettre fin à cette spirale infernale. Le gouvernement Legault joue au casino avec votre argent, mais malheureusement, il mise jamais sur le bon numéro. Et c'est un peu ça qu'on se rend compte, là, de plus en plus, on a cette perception-là. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas jouer au casino avec votre argent. Nous autres, on veut éliminer justement les crédits d'impôt qui sont inefficaces. On veut baisser vos impôts, autant pour les particuliers que pour les PME. On veut baisser la taxe sur l'essence comme ils ont fait en Ontario. On veut faire des campagnes pour vous permettre d'avoir la liberté de choix du véhicule que vous voulez acheter. L'État, tantôt, c'est qui disait ça, que l'État doit être partenaire, pas contrôlant? Je pense que c'est Karim qui a dit ça un peu plus tôt aujourd'hui. Et c'est exactement ça, le Parti conservateur du Québec. C'est qu'on veut vous donner cette liberté-là. Hein? Notre slogan aux dernières élections, là, c'était « Libre chez nous ». Je pense que le prochain, ça va être « Sacrez-nous patience ». Évidemment, on ne tient pas cette réunion, cet rassemblement, ce conseil général à Victoriaville pour rien. Vous savez comme moi qu'il y a une élection partielle qui s'en vient dans la circonscription ici. Il va falloir qu'on soit prêt, ultra prêt, méga prêt. Depuis l'annonce du départ prochain du député Éric Lefebvre pour se présenter pour les conservateurs sur la scène fédérale, bien, on a été là du jour 1 pour commencer maintenant à se préparer. Dans les heures qui ont suivi son annonce, on était plus d'une 60aine d'organisateurs. On s'est rassemblés, si vous vous souvenez, celles et ceux qui étaient là à la fromagerie Victoria, donc le 27 avril. Après ça, le 30 avril, j'étais en compagnie des militants. Tarek était avec nous aussi. On était au match des Tigres, ici à Victoriaville aussi, qui était en série à cette époque-là. Les 7 et 8 juin, j'ai participé au Festival du cheval de Princeville, notamment à la soirée de rodéo le vendredi, puis le samedi, on était dans la parade dans les rues de Princeville. Le 17, j'ai assisté au Festival Bière, Bouffe et Culture de Princeville. Le 30 août, on était très bien présents au Festival du Bœuf Ninverness. Je pense que Luce Dano était là. Je pense que Jonathan Poulain était là. Christian Gauthier était là. J'en oublie-tu? Myriam Cournoyer était là. Une belle activité de famille dans le comté. Le 5 octobre, on faisait les balades gourmandes à Sainte-Sophie d'Halifax, à Saint-Pierre-Baptiste, à Plestisville, à Princeville, suivi d'un 5 à 7 des militants au pub, au Canal, à Victo. Le 25, on distribuait nos autocollants, Mon char, mon choix. Puis le soir, on était en train de distribuer des friandises aux enfants
enfants pour l'Halloween au centre-ville de Victoriaville. Et le 7 novembre, j'étais encore de retour pour assister à un autre match des Tigres. Tout ça pour vous dire que au cours des dernières semaines, des derniers mois, on a été présents comme jamais, puis on va l'être encore plus d'ici les élections partielles qui approchent. Vous savez, à la dernière élection, on a fait très bonne figure dans le comté d'Arthabasca. Tarek est allé chercher le quart des votes, 25 %. 11 000 personnes ont voté pour nous. Bravo Tarek, bravo votre équipe. Après discussion avec Tarek et avec l'équipe des militants ici dans la circonscription d'Arthabasca, on a décidé qu'on allait mettre tous les efforts possibles et humains pour remporter la victoire. Ça va être notre seule obsession. Et vous savez, Claire Sanson, que je salue et qui est ici. Claire, merci. Je veux dire que Claire nous avait donné une place à l'Assemblée nationale, vous vous en souvenez. Et cette place-là, on l'a perdue. J'avais convaincu une femme de joindre le Parti conservateur du Québec, puis on avait le droit d'entrer à l'Assemblée nationale. On a convaincu 530 000 Québécois, puis ils nous ont mis dehors. Il faut réparer cette injustice-là. Il faut que la pire distorsion démocratique du Québec soit réparée, puis ça va commencer ici par une victoire dans Victoriaville. Et je vais vous poser la question que les médias me posent depuis quelques heures, depuis quelques jours. Ils veulent tous savoir qui va être notre candidat dans Arthabasca lors de cette élection partielle. Ben écoutez, j'en ai discuté honnêtement avec Tarek et avec les gens ici. Notre priorité, je viens de vous le dire, c'est qu'on gagne. Et pour que le parti gagne, ben, il faut qu'on fasse sortir notre vote. Vous l'avez vu tantôt, là, c'est beaucoup les jeunes, notre appui. Hein? C'est des gens qui sont très sympathiques au Parti conservateur, mais qui sont plus difficiles à mobiliser et à déplacer le jour du vote. Ce qui va faire la différence dans Victoriaville, ça va être beaucoup vos efforts. Chaque porte que vous allez faire, chaque personne que vous allez convaincre d'amener voter, c'est elle ou lui qui va faire la différence. Et ça va être ça, la bataille de Victo, la bataille d'Arthabasca qui nous attend. Et oui, merci, je compte sur vous autres aussi. Mais avant de prendre une décision pour qui va être candidat, pour savoir si ce sera Tarek, moi ou un autre, je pense que comme première étape, puis je me suis engagé auprès de l'association, puis auprès des gens localement, c'est une grosse décision qui implique beaucoup d'énergie. La première chose que je veux faire, c'est qu'on a près de 1400 membres dans le comté d'Arthabasca, 1387 pour être plus précis. J'ai l'intention, au cours des prochains jours, de les appeler un par un. Je veux leur demander ce qu'ils en pensent. Parce que d'abord et avant tout, c'est nos membres, c'est nos militants, c'est vous qui devez décider. Et je veux leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de m'avoir comme candidat, mais je veux aussi leur demander s'ils sont prêts à faire du bénévolat. Je veux leur demander s'ils sont prêts à vendre une carte de membre à une autre personne. Si on doublait notre nombre de membres à Victo puis dans la région d'Arthabasca, ça serait extraordinaire. Je veux leur demander s'ils sont prêts à mettre une pancarte sur le terrain, combien d'électeurs ils vont pouvoir convaincre pour amener voter, y a-t-il des gens qu'il faudrait aller voir ou à qui il faudrait parler. Donc, on va commencer dès maintenant à déployer véritablement là, notre campagne électorale. Ça commence à téléphoner chacun des 1387 membres dans la circonscription d'Arthabasca. Et puis, il n'y a pas juste à Arthabasca qu'il va y avoir une élection partielle, il va aussi en avoir une autre à Terrebonne, parce que vous savez que M. Fitzgibbon est parti. On a appris dans les derniers jours, c'était peut-être pas parce qu'il était en amour, mais c'est peut-être parce qu'il y avait du monde qui n'était pas en amour, pas tout avec lui. Mais de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, c'était très électrique, là. Et ces deux élections partielles-là vont être une occasion unique pour nous là, de mettre de l'avant nos propositions puis de défendre notre message pour le contribuable québécois. Au cours des prochains jours, je vais même annoncer qui sera notre candidat dans la circonscription de Terrebonne. Vous allez voir qu'on a une très bonne candidature. Je suis très heureux de pouvoir compter sur cette personne-là que vous allez connaître au cours des prochains jours. Et il va falloir se relever les manches, il va falloir travailler extraordinairement fort. Ça va être une étape charnière en vue, évidemment, de l'élection générale qui aura lieu en octobre 2026. Et je veux vous dire aussi quelque chose d'autre, parce que hier, ça a marqué une journée spéciale. On est aujourd'hui le 23 novembre, puis hier, ça faisait 4 ans,
jour pour jour, que j'avais annoncé ma décision de me porter candidat à la direction du Parti conservateur du Québec. Hein, le temps passe vite, hein? Et je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais j'ai pas pu annoncer ça devant une salle comme vous, puis on n'a pas pu faire des beaux discours puis se serrer dans nos bras. C'était à une époque un peu folle dans l'histoire du Québec où je pouvais même pas aller dans un studio de radio ou de télé pour annoncer ça. J'ai fait ça dans mon sous-sol avec 2-3 amis puis une bouteille de vin. Et on a fait ça devant un ordinateur, mais vous étiez heureusement des milliers et des milliers partout au Québec à nous regarder. Cette décision-là, évidemment, a complètement changé ma vie. Je dis pas ça d'une façon négative, au contraire. Mais quand j'ai pris cette décision-là, puis quand j'ai fait cette annonce-là, je pensais jamais un jour que je serais ici aujourd'hui devant vous autres, que vous seriez aussi nombreux, puis qu'on aurait un parti aussi bien structuré. Quand j'ai pris cette décision-là, je l'ai même pas pris en pensant combien de votes on pouvait aller chercher. Ça n'avait pas vraiment d'importance. Je l'ai pris parce que notre démocratie avait été mise sur pause, parce que nos droits et libertés avaient été violés comme jamais dans l'histoire. Puis, je voulais pas me soumettre. Et je pensais que c'était important qu'on puisse démocratiquement s'exprimer au Québec. Et pour moi, c'était bien important que les gens aient un choix quand qu'ils vont voter, puis qu'ils puissent prendre conscience qu'il y avait d'autres choses, qu'un autre Québec était possible. Et à la fin de l'élection, on s'est rendu compte qu'on était 530 000. On était loin d'être 3-4 dans mon sous-sol. Là. Puis, depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté de monter. Moi, je suis fier qu'on se soit tenu debout, qu'on continue à se tenir debout, qu'on continue de défendre la démocratie, qu'on continue de défendre nos libertés civiques, qu'on continue de défendre nos droits civiques, puis nos libertés individuelles. 4 ans plus tard, là, regardez le chemin qu'on a parcouru. On est un parti qui s'institutionnalise, qui s'imprègne de plus en plus dans le décor politique québécois, qu'il le veuille ou non. Nos racines s'allongent un petit peu plus tous les jours dans tous les coins du Québec. On a 63 000 membres, ce qui fait de nous le plus important parti politique au Québec à l'heure actuelle en termes de membership. On a 530 000 personnes qui étaient là aux élections et qui sont encore là, même si on ne parle jamais de nous dans les médias traditionnels ou à peu près pas. D'ailleurs, Mathieu Bock-Côté avait une bonne citation hier. Hein? Il disait « Le Parti conservateur du Québec, on parle 1000 fois moins d'eux que le Québec solidaire, mais leurs idées sont 1000 fois moins folles. » Vous trouvez que c'est une citation? On a quelques millions dans les coffres, et ça, je vais laisser tantôt, on va avoir une période à huis clos, puis je pense que Patrice Raza va pouvoir vous présenter les chiffres, mais on se prépare pour gagner les prochaines batailles. Aujourd'hui, je veux vous dire merci. Merci d'avoir fait du mouvement conservateur au Québec un succès aussi extraordinaire. Ça a été, grâce à vous, la meilleure décision de ma vie que j'ai prise il y a 4 ans, jour pour jour. On a commencé un marathon, toute la gang ensemble, puis c'est pas vrai qu'on va arrêter avant que nos idées transforment profondément le Québec. De casser l'unanimisme à l'Assemblée nationale, c'est important. De donner une voix à ceux et celles qui souhaitent améliorer leurs soins de santé en additionnant le privé, c'est important. De réduire la dette et les taxes, particulièrement pour la prochaine génération, c'est important. D'exploiter nos ressources pour arrêter de toujours dépendre de l'extérieur, c'est important. Donner plus d'autonomie, pas juste au Québec, mais aux Québécois, c'est important. Aujourd'hui, je vais terminer mon discours en vous disant que je suis fier de vous, puis que c'est un privilège extraordinaire que j'ai d'être votre chef. Merci beaucoup tout le monde.